Alors peut-être juste avant de rentrer dans le vif du sujet, un petit mot de... Tout le monde parle de saine respiration des marchés, de correction nécessaire, de prise de profil. Ah, bon, quand même, depuis une dizaine de jours, on perd pas mal de terrain. Alors voilà, si on regarde à un petit peu plus long terme, la situation n'est pas si inquiétante que ça, mais on assiste quand même à un écrémage en règle des positions sur le marché action. Ce qui ne fait pas les affaires des détenteurs d'ETF, etc., dont on va parler un petit peu plus tard. Hein. Ça va être un peu notre fil conducteur de la journée. Félix Baron, vous, cette correction, ça reste une correction, ça ne vous inquiète pas forcément? Ou est-ce que vous commencez à vous dire, bon, on va peut-être ajuster un petit peu les curseurs? Moi, j'ai commencé déjà à les ajuster. Ouais. Je le disais la semaine dernière, j'ai vendu une partie de crypto. Là, j'ai cédé une ligne Tesla, par exemple, aussi. Okay. Et il y a deux phénomènes, à mon avis. Il y a les grands investisseurs qui commencent à prendre des bénéfices en se disant, bon, peut-être qu'on peut les chercher plus loin, mais déjà avoir fait plus 80% cette année sur telle ou telle ligne tech, c'est bien, parce qu'ils redoutent ce que la deuxième partie des investisseurs ne voit pas, le grand public, c'est la décorrélation totale entre le niveau stratosphérique des marchés et les indicateurs macroéconomiques américains, qui sont, s'ils ne sont pas stables, en légère baisse. Enfin, pour ceux qu'on a. Hein, pour ceux qu'on a, parce qu'on a eu le 40 jours de shutdown. Voilà. Mais si vous regardez ceux qui sont intéressants, les ventes de camions, les white collar recruitments, etc., c'est pas brillant du tout aux États-Unis, à tel point qu'on en arrive à distribuer bientôt des stimulus checks de $2 000. Donc, cette décorrélation entre la sphère réelle, entre guillemets, et la sphère boursière est un peu à craindre, mais je reste quand même, comme tout le monde, court-termiste sur la bourse et vissé sur les résultats de Nvidia demain. Ouais, ça va être le point d'orgue. Alors, on a quand même jusqu'à présent réalisé quand même une très bonne année. Hein. C'est bien connu, la bourse ne monte pas de façon linéaire. Et même si on prend un tout petit peu plus de recul, les portefeuilles diversifiés, depuis 3 ans, ils sont en territoire positif. Ils étaient en territoire positif en 23, en 24 et en 25. Or, il faut savoir qu'effectivement, lorsqu'on regarde les séries statistiques sur le long terme, tous les 3-4 ans, il n'est pas rare d'avoir une correction, en tout cas avec un résultat, une évolution négative des indices sur l'ensemble de l'année. Là, on n'y est vraiment pas du tout. Ceci dit, je vous disais aussi il y a une quinzaine de jours qu'au revenu, pour notre portefeuille prudent, on avait augmenté la part des liquidités à 20%. Moi, je pense que au-delà de l'évolution des indicateurs macro, des résultats des entreprises, j'insiste à chaque fois sur votre antenne là-dessus. L'élément essentiel, c'est vraiment votre horizon de placement, c'est-à-dire le nombre de mois ou voire d'années que vous avez devant vous pendant lesquels vous pouvez vous permettre de ne pas toucher à l'argent investi en bourse. Je pense que c'est vraiment le critère clé, hein, si on veut faire du pratico-pratique. Si vous pensez avoir besoin de tout ou partie des sommes que vous avez placées en action au cours des 24 prochains mois, j'aurais tendance à dire il faut prendre ses bénéfices, il faut prendre ses gains, il faut d'urgence retirer ces liquidités qui sont nécessaires à vos projets de vie, car c'est quand même bien, là on parle d'épargne, même de placement en action, l'objectif c'est quand même d'arrondir les fins de mois et de se faire plaisir à terme. Maintenant, si vous avez une perspective plus longue, prévoir les évolutions erratiques du Standard & Poor's 500 ou du CAC 40, c'est quand même très très difficile. Il faut être humble, c'est quand même de la première leçon pour l'investisseur en 2025, donc plutôt rester investi. Pas de panique, mais se constituer une petite poche de liquidité pour des projets ou pour saisir des opportunités. Si jamais les indices continuaient à décrocher, c'est toujours une bonne idée. Félix Baron, il y a un sujet qui vous intéresse aussi, puis qui intéresse évidemment le consommateur américain. On le voit à travers ces petits signaux faibles dont on parlait, c'est que l'inflation revient. L'inflation revient et du coup, ça change un petit peu le diagnostic qu'on pouvait avoir. On se disait, ouais, super, la fin d'année, la Fed va nous faire un joli cadeau de Noël, et voilà, inonder le marché de liquidité, baisser ses taux, etc. C'est moins évident que prévu. Et on le voit, alors encore une fois, à travers les signaux faibles, les signaux que donne Donald Trump sur les prix du café, des denrées alimentaires, etc. Il sent qu'il y a quelque chose, ces chèques de soutien, etc. Ça devient une préoccupation à nouveau, mais c'est peut-être aussi une bonne nouvelle pour certaines classes d'actifs. Oui, et il y a une vérité assez triste, c'est que l'inflation, on dit ça revient, mais elle n'est jamais vraiment partie. Non. C'est-à-dire que si on parle de... Elle reste collante. La permacrise, aujourd'hui, c'est l'inflation. C'est-à-dire, est-ce que c'est
au-dessus ou en dessous de 3%, sous ce seuil, on se dit qu'à partir de 3% par an, ça fait quand même un petit peu mal. La réalité assez triste, c'est que les gens aujourd'hui qui n'en parlent pas trop sont les gens les plus riches. Quand vous êtes riche, vous n'êtes pas censé connaître le prix des œufs. Bon. Il a doublé depuis 3 ans aux États-Unis. Et évidemment, 80% de la population ressent cette difficulté à payer son caddie quand ils font des courses. Et en fait, c'est la contradiction sur l'inflation qui est assez frappante. C'est que la mention du mot inflation lors des appels trimestriels, les conférences call sur des patrons du S&P, eh bien, a baissé de 88% sur les 3 dernières années. L'inflation n'est plus un sujet au sens propre, on n'en parle plus. Donc encore une fois, les patrons qui sont payés très cher, ils ne la ressentent pas vraiment. Mais sur Main Street, qu'on oppose souvent à Wall Street, du côté des ménages, évidemment, ce n'est pas la même chose. Eux, ils attendent une inflation aux alentours de 4,7% sur les 12 prochains mois. Et là, commence à piquer. Là, ça tape, ça fait mal. Ouais. Et il ne faut pas croire que c'est isolé aux États-Unis, c'est quelque chose qui va aussi se propager à l'Europe. Mais pourquoi ? Parce on le sent déjà en Europe en plus. Bien sûr, on est dans un contexte où de toute façon il y a de la création monétaire. Raison pour laquelle vous parliez des anticipations des Fed cuts à la réunion de décembre. Sur Polymarket, cette fameuse plateforme dont on parle de prédiction, la probabilité pour qu'il n'y ait pas de changement dans la politique monétaire, elle est à 55%, parce qu'on se dit la pression monétaire est trop forte, on ne peut pas l'ignorer. Si on baisse les taux, ça va encore plus accélérer l'inflation. Mais est-ce que les marchés, est-ce que les dirigeants, est-ce que les gouverneurs des banques centrales ont vraiment le choix ? Non. Si vous regardez aux États-Unis, je vous parlais des stimulus chèques de $2000 qui vont être distribués. Au Japon, 2e ou 3e puissance mondiale, il y a un plan de 110 milliards de dollars, c'est pas du yen, qui a été voté. En Chine, c'est 1400 milliards. Là, on passe à l'échelle chinoise. Canada, il relance le quantitative easing. Donc, dans quel monde, en fait, on peut éviter l'inflation ? On ne peut pas. La permacrise, Christian. Non, je faisais un petit signe, entièrement d'accord. Enfin, et puis, je dirais que c'est l'inflation, c'est un sujet pour le consommateur américain, pour l'épargnant américain, mais c'est surtout un sujet pour nous, ici, de ce côté-ci de l'Atlantique, et surtout pour les épargnants. Et un sujet qu'on avait oublié. Lorsque vous regardez les projections macroéconomiques de la Banque de France, c'est très clair, l'inflation va accélérer et va atteindre un chiffre autour de 2% en 2027-2028. La transition énergétique est l'une des explications, mais c'est vrai qu'on a besoin d'argent pour aussi réindustrialiser la France. Tout ça, ça va coûter cher, ça va coûter plus cher. Et jusqu'à présent, en fin de compte, l'inflation, c'était plus devenu un sujet pour les épargnants. Lorsque vous regardez l'inflation au cours des 20 dernières années, même 10 dernières années, sans remonter aussi loin, en fait, vous regardez on était entre 0 et 1. Et on va certainement passer entre 1, 2, voire 3% dans la prochaine décennie. Et ça, c'est absolument essentiel pour 2 raisons. D'abord, parce que l'inflation alourdit en cachette la facture fiscale, et ça, on ne le dit pas assez. Oui, bien sûr. Les seuils d'impôts qui ne sont pas revalorisés, comme la hausse des prix en France, il y en a des dizaines, que ça concerne la transmission, que ça concerne l'assurance vie, que ça concerne la taxation de l'épargne, et puis surtout, il faut apprendre à raisonner, non pas en termes de rendement nominal, mais en termes de rendement réel, c'est-à-dire déduction faite de l'inflation. Et ça, malheureusement, les Français et les Françaises ne le font pas encore assez. Vous savez, lorsque vous avez un livret d'épargne, si vous n'effectuez au cours de l'année aucun retrait ou aucun versement, si à la fin de l'année, vous constatez que vous avez davantage d'argent en compte qu'en début d'année, vous êtes content. Oui. C'est un peu court, parce que si, entre-temps, les prix et services ont augmenté davantage que le rendement de votre épargne, à la fin de l'année, vous pourrez acheter moins de biens et services qu'en début d'année. Donc ça, c'est essentiel. Et ça, je suis d'accord avec Félix, ça va pousser et c'est un petit peu la conclusion, à aller vers le placement en action, en tout cas, ou vers des placements réels, comme l'immobilier, l'or et les matières premières, etc. C'est-à-dire des placements qui ne sont pas pénalisés par l'inflation, à l'inverse de l'épargne réglementée, à l'inverse donc alors des fonds obligataires et des obligations au sens large. Donc l'inflation, ça va être un vrai sujet pour les épargnants dans les années à venir. Donc tout sur les actions, Félix ? Non, pas forcément tout sur les actions, mais on est d'accord avec Christian, et une fois n'est pas coutume, tant mieux. Non, mais je le répète, pour le principe de base, on peut injecter des liquidités dans un marché si on veut relancer sa croissance, mais si vous créez plus de monnaie que vous créez de richesse, vous avez une inflation malsaine. Voilà. Il faut arrêter d'attendre les indicateurs d'inflation de l'INSEE ou de la Banque de France. C'est très bien, mais la réalité, c'est pas eux qui l'a dit. C'est si vous avez l'impression que vous payez votre quotidien plus cher et que vos revenus n'augmentent pas autant, voilà, ça c'est l'inflation. C'est qu'il y a l'inflation. Point final. Si vous payez vos œufs, votre lait, votre café, tout ça plus cher et que votre salaire n'a pas augmenté, ça c'est l'inflation. Donc vous avez d'un côté
une disparité qui va se creuser, c'est-à-dire que vous avez les entreprises qui prospèrent et qui profitent de cette abondance de liquidités, en particulier la tech, qui ne sent pas du tout l'inflation. Elle ne consomme pas tellement de matières premières finalement. Et puis on paye toujours plus cher pour la tech parce qu'on se dit c'est des produits innovants, c'est justifié de payer plus cher. Donc d'un côté, vous avez des entreprises qui en profitent beaucoup, et de l'autre côté, vous avez des consommateurs qui, eux, luttent contre l'inflation et le chômage. Donc si vous voulez absolument ne pas vous faire couper par l'inflation, il faut se mettre du côté des actifs qui prospèrent dans le contexte. Et Christian le disait, les actions, pourquoi ? Parce que c'est eux, c'est les entreprises qui sont price makers, qui font les prix sur le marché. Elles ont des dividendes qui sont a priori qui vont au moins aussi vite que l'inflation. L'immobilier avec les loyers indexés. Pourquoi pas l'or et puis les matières premières. Christian parlait de la transition énergétique. Évidemment, si vous misez sur le gaz, le pétrole, peut-être pas le charbon, peut-être pas tout, mais même le nucléaire, c'est prospère dans un contexte d'inflation. Alors, tiens, on parle de l'or. Ça me fait penser à... Depuis qu'on a recommencé l'émission en septembre, on n'entend parler que de choses. Or, Luxembourg. Et vous, en plus, ce dernier mois, c'est quasiment que ça, les questions que vous recevez. Alors, c'est les deux mots-clés. C'est les deux mots-clés. Lorsque vous savez, le revenu, on est assez proche de nos abonnés, de nos lecteurs. On les prend au téléphone, on répond à leurs questions par mail, chat, etc. Et c'est vrai que ces deux mots-clés reviennent souvent en ce moment. Or, faut-il acheter, faut-il vendre? Et puis, bien sûr, Luxembourg. Et là, ça fait référence davantage à la folie fiscale qu'à autre chose. Sur l'or, en fait, c'est d'une façon plus générale. Même la question qui est posée, c'est ce qu'on aborde depuis le début de l'émission, celle de la valorisation des actifs, la valorisation des actions américaines, la valorisation, bien sûr, aussi des matières premières. L'or, valeur refuge, oui, mais l'or quand même qui ne distribue aucun revenu, l'or qui peut être fortement imposé, en tout cas taxé sur l'ensemble du montant de votre transaction. Donc, dans les cours actuel, nous, on est quand même plutôt prudent. Et vous savez, puisque Antoine, je l'ai déjà dit souvent sur votre antenne, qu'en matière de valeurs refuge, je préfère certaines actions cotées comme Total Energy ou alors les valeurs de défense qui, en cas de crise géopolitique majeure, généralement plutôt progressent. Alors, le deuxième mot-clé que vous avez cité tout à l'heure, c'est Luxembourg. Donc, bien sûr, ça fait écho à la forte hausse de la fiscalité qu'il y a dans les tuyaux, même si, bien sûr, on ne connaît pas encore le texte définitif du PLF 2026. Il n'empêche que cela nous a poussé au revenu à lancer une pétition en ligne contre, je dirais, le stop à la folie fiscale, notamment concernant la hausse de la flat tax, concernant, je dirais, un éventuel impôt improductif auquel serait ça, c'est le troisième mot-clé, c'est la fortune improductive. La fortune improductive, alors ça, c'est un mot, je dirais, le mot fétiche, l'un des mots fétiches de l'Assemblée nationale en ce mois de novembre. Donc, le revenu entend se mobiliser contre une taxation davantage de l'assurance vie. L'assurance vie, il faut quand même le rappeler, c'est le placement le plus populaire après la résidence principale. C'est quand même plus de 40% des Français qui détiennent un contrat vie. Le projet, c'était d'augmenter un petit peu la CSG. Alors, il y a plusieurs, je dirais, épées Damoclès au-dessus de ce placement, du placement préféré des Français. Il y a d'abord effectivement une augmentation de mémoire de 1,4 point des prélèvements sociaux. Et donc là, tous les placements vont être concernés du PEA au compte titre ordinaire, au livret bancaire, à l'épargne logement et en passant par l'assurance vie. Et puis vous avez bien sûr l'idée de transformer l'IFI en un impôt sur je dirais, les placements improductifs. Et malheureusement, nos chers députés mettent l'assurance vie, en tout cas l'assurance vie en euros, dans cette catégorie des placements improductifs, alors que les derniers chiffres des assureurs sont très clairs. Plus de 60% de l'assurance vie finance les entreprises en actions ou en obligations. Donc c'est une aberration. Heureusement, voilà, pour terminer quand même là-dessus, le Luxembourg n'est pas forcément la solution, l'alpha et l'oméga. Si vous investissez dans un contrat d'assurance vie luxembourgeois, vous ne réduisez pas votre impôt. Donc, mais cette folie autour de ces deux mots-clés, or, assurance vie, puis vous avez rajouté à du titre improductif, doit vous amener, bien sûr, à amener tous les épargnants et les épargnantes à réfléchir sur la composition de leur patrimoine. Et on le fait un jour après jour, on fait un petit peu le but par but, et puis surtout,
pas d'hystérie. C'est le moment de faire le point. En plus, on est en fin d'année. C'est le moment plus que jamais de faire le point. Mais prenez pas des décisions à l'emporte-pièce. Ça vous mettrait dans les ennuis. Merci.